Il y a trois écrivains qui m'ont singulièrement marqué. Alors, je pense au français Louis-Ferdinand Céline, Le Voyage au bout de la nuit, Mort à crédit. Je pense à Stefan Zweig, avec Le joueur d'échecs, La pitié dangereuse, etc. Ainsi que Romain Gary, La promesse de l'aube, mais Gary Ajar, Émile Ajar avec La vie devant soi, etc. Ces écrivains m'ont marqué pour ce qu'ils ont d'à la fois de singulier dans leur écriture, une sorte de langue qui te prend et qui, pour reprendre la métaphore célinienne, t'embarque dans le métro émotif. Donc ces trois écrivains, et en dehors d'eux, je pense aussi à Jorge Amado, Baya de tous les saints, à Marquez, etc. et bien d'autres. Hein. Et puis pour ce qui est des poètes, bien entendu, Aimé Césaire, Saint John Perse, tous ceux qui constituent la bibliothèque idéale d'un écrivain en devenir. Fort-de-France est une ville qui me fascine énormément pour son côté hétéroclite, pour son aspect baroque. C'est une ville où le contraire, les contradictions se mêlent. C'est la ville du carnaval, de l'effervescence, c'est la ville du débordement, mais c'est aussi une ville paisible. Le samedi après-midi ou le dimanche, on peut se promener à loisir dans les rues de Fort-de-France et lever un peu les yeux pour voir ces balcons de fer forgé, en fer forgé, et toute cette ville qui unit à la fois le passé et qui appelle le devenir. Donc Fort-de-France, pour toutes ses qualités et ses défauts, c'est ma ville de prédilection pour mon écriture. Donc j'y pose mes personnages, j'y tisse mes intrigues et on voyage dans cette ville qui n'est en fait qu'un prétexte dont j'utilise le décor pour mieux la faire vivre. Fort-de-France est une ville chargée d'histoire, c'est une ville où des événements historiques se sont déroulés, bien entendu, d'importance. Je pense à la fameuse bataille presque fondatrice des Hollandais contre les Français, les bateaux hollandais de l'amiral Ruyter étant venus prendre cette ville. Mais c'est aussi une ville où le quotidien, j'ai presque envie de dire, s'épuise sans rebondissement, sans ressort. C'est une ville qui appelle à la flânerie. C'est une ville où l'on peut se détendre en dehors, loin du bruit, contrairement à ce qu'on peut le croire. C'est une ville où il fait bon vivre dans les maisons hautes et basses. C'est une ville où vous avez des cours intérieures fabuleuses, où l'imaginaire peut se nourrir, dont l'imaginaire peut se nourrir et s'émanciper et vivre. Donc pour ça, c'est une ville, Fort-de-France, que j'apprécie particulièrement et qui nourrit mon écriture. J'ai grandi dans une petite commune qui s'appelle Ducos, dont l'ancien nom était Trou au Chat. Donc déjà on a un nom très poétique et très évocateur, un trou au chat. C'est une ville où, comment dire, la nature véritablement avait toute sa place. Aujourd'hui un peu moins puisqu'ils ont énormément construit. Et je me souviens que je partais de bonne heure le matin et je passais la journée dans la forêt de Goyavier et on y voyait des petits étangs, on voyait des crapauds. Je me souviens aussi qu'il y avait ces bœufs là qui étaient qu'on pouvait voir dans les savanes et qui nous faisaient peur. Et c'est une ville où, comment dire, pour moi tout semblait heureux, tout semblait très agréable et doux. Et je pense que ma petite enfance s'est déroulée comme ça, jusqu'à ce que je découvre la littérature. Et ça s'est fait très tôt, bien entendu, les livres. Et je passais, au lieu de me promener dans la forêt ou autre chose, et j'y allais assez souvent quand même, donc je prenais mon livre et j'allais, au lieu de jouer, j'allais dans cette forêt pour
pour lire les livres que j'aimais, dont les Balzac, les livres d'aventure, par exemple, d'Alexandre Dumas, etc. Enid Blyton aussi, le Club des 5, que j'aimais énormément. Et voilà. Donc quand je pense à cette petite ville du Cos, je me dis que toutes ces années étaient bénies, et que, sans jeu de mots, et que c'était bien. Alors mes petites classes, je les ai faites dans une école qui s'appelait l'école du Verger. Donc comme son nom l'indique, c'est une école où il y avait énormément d'arbres fruitiers, un grand espace, un grand ensemble, où il y avait plusieurs petites maisons. Et chaque maison figurait une classe. Donc ce n'était pas un immeuble, ce n'était pas un grand bâtiment où toutes les classes étaient les unes sous les autres. Non, c'était chaque classe avait sa maison et c'était très, très agréable. Mes maîtres d'école, mes maîtres et maîtresses d'école, c'était des gens très rigoureux. C'était des gens qui vous inculquaient le bien faire. C'était des gens pour qui la littérature, comme les autres matières, était la clé de la réussite. Pour plagier un peu le propos de Stephen Rock, le maître d'école dans le livre de Zobel, Rue Cazenègre. Et ces enseignants-là, ils nous donnaient d'une certaine façon le goût de l'étude, à coups de bâton aussi, puisque c'était une époque où ne sachant pas ces leçons, on pouvait être corrigé pour cela. Pas, bien entendu, rien de bien grave, mais des petites fessées ou des choses comme ça, ce qui a disparu bien heureusement aussi. Et puis, c'était des maîtres surtout qui aimaient leurs élèves. On sentait qu'il y avait une proximité, on était presque dans quelque chose de familial, un rapport presque familial. Et d'ailleurs, les parents entretenaient avec ces enseignants-là des rapports étroits où ils nous disaient: Monsieur le maître d'école, faites en sorte qu'il apprenne bien. Et dans ce cas, le maître d'école, d'une certaine façon, était sommé, et nous aussi, de nous faire travailler et nous de travailler. Donc c'est ma petite enfance, pour revenir dessus, c'est quand même, j'en garde un souvenir assez intéressant, et puis quelque chose de loin du temps où nous vivons aujourd'hui. Je suis moi-même enseignant et je ne me reconnais plus. Pourtant j'aime le présent, j'aime ce temps où nous vivons, mais je ne reconnais plus cette époque. J'ai l'impression qu'elle est révolue et bien révolue, et que nous sommes dans autre chose. Nous sommes dans une autre époque, un peu plus violente, un peu moins tolérante, un peu plus dure. C'est le sentiment. Et d'une certaine façon, la littérature, en tout cas celle qui a été écrite après la créolité, traduit cette violence qui est à la fois latente, mais également très forte. Et elle le traduit comment? C'est qu'elle donne à voir, en l'amplifiant, tout ce que les gens d'aujourd'hui, en tout cas, ne sont plus capables de voir. Cette violence dont on en est tellement habitué et qui s'articule de différentes façons, hein, d'une certaine façon, les gens ne la voient plus. Et le procédé, en tout cas de l'écrivain, c'est de l'amplifier, de grossir, d'être dans la démesure pour donner à voir ce que les gens ne voient plus. Un peu comme le fait le carnaval à sa manière. Amplifier les choses, etc. Voilà. Alors, Noir Néon évoque l'errance d'un homme dont le nom c'est Jonas Margeran. On peut dire que c'est quelqu'un qui est en rupture totale avec la société. C'est quelqu'un qui était destiné à une belle carrière universitaire et qui, pour une raison ou une autre, décide de se suicider socialement. Comment? En envoyant bouler tout le beau monde de l'université, en faisant tout pour que sa femme le quitte, et finalement en se faisant homme en crise, personnage errant, marginal. Et ce qui se passe, c'est qu'il a une obsession
c'est les nuiteux, les nuitards, les gens qui se couchent tard en fait, et qui l'assimilent symboliquement au néant. Et pourquoi il s'intéresse à ce qu'il appelle une autre humanité? Alors pour Jonas Margeran, il y a deux humanités. Celle qui vit le jour et celle bien entendu qui vit la nuit. Donc celle qui vit la nuit l'intéresse particulièrement parce qu'il croit y trouver une sorte de reflet de lui-même. Ce sont des gens qui vont explorer leur profondeur. Et c'est ce qui l'intéresse avant tout à Jonas Margeran. Alors que fait-il? Il prend une caméra et il décide avec sa caméra d'aller à la rencontre de ceux qui vivent la nuit, des nuitards, des nuiteux, des couche-tards, tous les noctambules. Et pour ce faire, comme il ne connaît pas le milieu, il va s'aider d'un jeune dealer, Ricardo, qu'il rencontre dans le tramway et qui le reconnaît parce qu'il était journaliste aussi et qui décide de l'emmener dans les bas-fonds de la ville de Fort-de-France, qui est en réalité Foyal. Et ce qu'il passe, c'est qu'il découvre une ville complètement hallucinée, une ville où la démesure est reine, une ville où c'est la noirceur, la sombreur qui constitue le décor et l'atmosphère. Alors, il va à la rencontre de prostituées, il va à la rencontre d'urgentistes, il rencontre également des dealers. Mais très vite, il se rend compte que cette humanité n'a, en dehors de sa folie d'une certaine façon, en dehors de sa noirceur, ne va pas aussi loin qu'il le voudrait dans l'exploration des profondeurs. Alors, ce qu'il décide de faire, c'est de se replier sur lui-même, ce qui constitue la deuxième partie du roman, et d'explorer ses propres profondeurs. Un peu comme le Jonas biblique restera 3 jours dans le ventre de la baleine, Jonas Margeran, lui, restera plus de 3 jours dans ses propres profondeurs, dans sa propre noirceur, à la découverte de lui-même. Contrairement au Jonas biblique qui finit, après avoir fait l'expérience des profondeurs, de la noirceur, de l'enfermement, par remonter à la surface et de voir à nouveau la lumière du jour, lui, il prend le parti d'y rester parce qu'il y trouve une certaine complaisance, il s'y complaît. Et alors, quel est le but de ce livre? C'est d'explorer l'identité antillaise et singulièrement martiniquaise. C'est-à-dire que sommes-nous, les Martiniquais? Que sommes-nous devenus aussi? Comment peut-on qualifier notre identité? Est-ce que la perte de l'identité, est-ce que la perte des valeurs, des racines, est-ce qu'elle ne traduit pas d'une certaine façon une certaine folie dans laquelle nous ruons sans prendre garde? Alors, c'est un peu la question que je me pose. Quel est le devenir d'un peuple, d'un pays qui n'a pas de racines, en tout cas qui perd, qui laisse ses racines se diluer et bien entendu son identité qui ne la fixe pas ou qui ne sait pas exactement de quoi elle est faite. La question de la langue est posée. Et tout au long du livre, j'ai volontairement choisi pour son écriture une langue qui est à la fois débarrassée au début, au début de son influence créole. Et pour mieux, au fil du roman, et à mesure que le personnage avance dans l'expérience de lui-même, pour mieux la retrouver. Donc à la fin du livre, on a une langue, on passe d'une langue complètement entre guillemets blanche, qui ressemble à une sorte d'argot parisien ou tout, pour au fur et à mesure aboutir à une langue beaucoup plus enracinée de manière identitaire, beaucoup plus propre à ce qu'il croit être. Alors pour bien des écrivains, cette situation d'insularité est un handicap. Certains parlent de fermeture, Alors pour moi, bizarrement, non. Je dirais que l'insularité, au contraire,
est un lieu ouvert, est une situation d'ouverture, en tout cas qui appelle l'ouverture. Je pense aux Caraïbes des temps découvreurs, ou pour qui la notion d'insularité n'avait pas véritablement d'importance, puisque c'était des gens qui prenaient leur pirogue et qui passaient d'une île à l'autre très aisément. Donc, et pourtant, ils ne se pensaient pas fermés ou quoi que ce soit, au contraire, c'était le lieu, c'était un grand continent, au contraire pour eux, toutes ces îles. Alors pour moi, je dirais que c'est pareil, parce que je pense que symboliquement, on peut utiliser cette situation d'insolidarité, j'ai presque envie de dire même métaphoriquement, et la restituer dans l'écriture par ce qu'elle offre d'imaginaire différent, par ce qu'elle offre de diversité. Et au contraire, cette situation d'insularité, on devrait dire les insularités, peut constituer pour nous écrivains une ouverture, ce qu'elle est pour moi. Et en rien quelque chose de fermé ou... Non, non, pas du tout.